Bonjour, bonjour et bienvenue au Festival Draconis 2024 en personne au Cégep du Vieux-Montréal. Aujourd'hui, on va procéder avec le premier panel de la journée, comment devenir un bon MJ. Mais avant tout, nous ne serions pas là sans tous nos charmants commanditaires. Et pour les panels cette année, nous sommes commandités par les Terres d'Obsidia, Gnome Archiviste, ainsi que Arcana Création. Donc, je passe maintenant la parole à nos panélistes. Bonjour. Bonjour, Alors, mon nom est Stéphane Thériault. et je suis Alain Ducharme. En fait, on se connaît depuis. On s'est connus depuis justement les premières affaires de Royal Con dans le temps, en Ouais. 2006 à peu près. Là. Il y a presque 20 ans maintenant. Et on joue ensemble régulièrement. Moi, je suis maître de jeu, il est joueur, puis dans d'autres parties, il est maître de jeu, je suis joueur. Fait que... Donc, le but de ce panel-là aujourd'hui, c'est de vous montrer comment devenir un bon maître de jeu. Évidemment, on va effleurer le sujet. On va commencer par la base parce que, disons, si on voudrait vraiment couvrir tous les sujets, on en aurait probablement pour jusqu'à demain matin là, ou quelque part comme ça. Fait qu'on va commencer juste pour en fait, les premières parties, ça va être vraiment pour ceux qui commencent le travail de maître de jeu, savoir c'est quoi les bases et les habilités qu'un maître de jeu devrait travailler. Parce que dites-vous bien qu'il n'y a personne qui est né maître de jeu. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se pratique, et on devient meilleur, bien meilleur avec le temps. Fait que c'est pas parce que vous allez avoir votre première rencontre là, vous allez vous tromper, c'est pas grave. Vous allez prendre l'expérience et vous vous tromperez plus par la suite. Puis surtout, il n'y a personne habituellement qui est payé pour être maître de jeu, dans le sens que vous êtes en train de jouer, vous êtes avec vos amis. Fait que vous, collectivement, vous êtes tous responsables que l'atmosphère soit agréable et que les gens ont du plaisir. Fait qu'en ce sens-là, comme la réussite ou l'échec, c'est surtout de dire, comme, est-ce que les gens se sont amusés? Fait que des fois, on peut avoir fait des erreurs. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas faites comme faux, ou on s'est trompé dans une règle, ou on a peut-être manqué d'inspiration quelque part. Mais si tout le monde a eu du plaisir, c'est pas grave. Fait que, je pense que le but aussi, c'est de réfléchir un peu à comment on le fait, puis de peut-être essayer de voir, OK, il y a des petits points sur lesquels je pourrais m'améliorer, pour lesquels je pourrais essayer de travailler, mais il faut que ça reste agréable. Il faut que le maître de jeu aussi s'amuse là-dessus. C'est du travail, mais ça doit être du travail amusant. Oui, oui. Si vous n'avez pas de fun quand vous êtes maître de jeu, c'est pas pour vous, on s'entend. Là. C'est pas le même genre de fun que le joueur, mais c'est un fun pareil. Donc, comme introduction, vous savez c'est quoi le maître de jeu, un jeu de rôle, là, ici, surtout si vous êtes ici. Donc, c'est ça, moi je suis maître de jeu depuis... je suis joueur depuis 1991. Maître de jeu depuis à temps plein sur des grandes campagnes de plusieurs années depuis 2005, si je me rappelle bien. J'ai un podcast sur les campagnes à long terme. Évidemment, je suis un des organisateurs du festival. Et toi, vas-y? Pour ma part, en fait, je joue aussi à des jeux de rôle depuis la tendre enfance, comme beaucoup. Donc, j'ai vraiment commencé tout jeune. J'ai pris une petite pause, puis après avoir été en contact avec Stéphane, j'ai recommencé. Donc, je joue comme activement depuis une vingtaine d'années. J'ai beaucoup été joueur dans les campagnes de Stéphane, mais aussi dans le groupe, j'ai été maître de jeu à plusieurs reprises sur des fois des campagnes plus longues, des fois des campagnes plus courtes. Ça m'a permis d'expérimenter. Et aussi, quelque chose qui est important dans ce que je fais, c'est que je suis quelqu'un qui est auteur aussi. Donc, je suis auteur, je suis directeur littéraire, fait que les questions de créativité, les questions de mettre en pratique son imagination, c'est des problématiques à laquelle je réfléchis de plusieurs angles différents. Je veux juste rajouter, c'est ça, donc ça c'est le premier je ne pas ça un cours là, quand même, ça serait prétentieux, mais une première présentation sur notre nouveau programme qu'on a mis en place là, sur un coup de tête là, et qu'on va travailler par la suite, qui est le MJ Academy, justement pour aider les gens qui veulent devenir des maîtres de jeu. Parce qu'en plus de ça, nous autres, on a beaucoup, même ici à Draconis, il y a beaucoup de gens qui sont maîtres de jeu depuis des années, qui viennent nous les offrir. Ils offrent 4, 5, 6 parties par année. Qu'est-ce qui arrive si une année, il y en a 2, 3 de ceux-là qui ne sont pas là? Et là, nous autres, on en prend un coup. Fait que c'est dans notre intérêt tout à fait... c'est vraiment, je dirais pas égocentrique, là, mais là, quand même, c'est vraiment dans notre intérêt d'aider les gens à devenir les meilleurs maîtres de jeu pour venir, justement, offrir des parties à Draconis et, évidemment, pour que vous ayez du fun avec vos amis, là, parce que
pour moi, c'est le loisir le plus fun que je connais. J'en ai quand même plusieurs, mais c'est vraiment lui. C'est le seul que que j'ai toffé comme ça depuis 1991. Là. Ça fait quoi, 33 ans? Là, fait on va commencer vraiment. Donc, ça, c'est la première partie, la première heure. C'est les bases du maître de la maîtrise de jeu. Et après ça, on a le deuxième qui est des trucs un peu plus avancés, mais ça veut dire, si le premier vous intéresse, vous pourrez essayer pour le deuxième. On n'augmente pas les demandes tout d'un coup pour que le deuxième, vous ayez besoin de 15 ans d'expérience là, pour passer. C'est juste des sujets un petit peu plus avancés. En fait, on va reprendre des sujets qu'on va aborder de façon, disons, un peu moins profonde en premier et les approfondir un peu. Donc, c'est l'agenda, mais je vais sauter par-dessus pour qu'on gagne du temps. OK. Je peux y aller, puis c'est parce que c'est vu que c'est moi qui l'ai fait, puis tu rajoutes des commentaires en passant. Oui, puis des fois, je vais peut-être prendre le C'est bon, oui, pas de problème. Donc, première des choses, c'est quoi le rôle que j'ai comme maître de jeu avec mon groupe, avec mes amis, avec des gens que je connais pas et tout ça. Donc, première des choses, c'est de créer et offrir un univers. Ça peut être évidemment un univers qui est déjà créé, comme par exemple si vous prenez Donjons et Dragons avec leur setting, mais ça peut être aussi des univers tout à fait originaux que vous avez créés vous-même. Moi, tu sais, comme par exemple, toi, tu as travaillé avec Pathfinder, une campagne qu'on a jouée pendant 5 ans, qui était Kingmaker, qui était super le fun. Et alors que moi, je vais construire mes univers de toutes pièces, pas besoin de le faire. Bon, on rentrera dans les trucs avancés, vous n'avez pas besoin de faire ça tout à l'avance, mais c'est vraiment des choses qui sont créées au besoin. Donc, créer et offrir une campagne et des scénarios, évidemment, pour que vos joueurs aient des choses à faire à l'intérieur. Ça va être aussi d'être l'arbitre des décisions. Qu'est-ce qui arrive quand les personnages font telle ou telle action? Donc, c'est quoi, comment l'ennemi va réagir ou comment la personne va... Mettons, si par exemple, vos personnages font des avances à certains NPC, comment le NPC va réagir? Et donc, d'aller avec le flow de ce qui se passe. Ça peut être aussi gérer la partie à l'extérieur, tu sais, comme par exemple, des fois, des gens qui sont... on va vous rendre ça tout disponible, hein, pas besoin de prendre des notes. Là. Vous pouvez rajouter sur des commentaires, mais ce qui est là, vous n'avez pas besoin de le copier. Là. C'est pas de copyright. Là. Donc, c'est ça que je disais, c'est que tous les aspects comme aller chercher vos joueurs, s'assurer qu'ils sont là. S'il n'y en a pas qui sont là, comment vous allez adapter? Est-ce que vous allez sauter? Est-ce que vous allez faire un petit quelque chose à côté? Ou comment vous allez dealer avec ça? Ça fait partie de votre travail. Donc, évidemment, préparer les prochaines parties. Réserver et gérer la présence, comme je disais, l'absence des participants. Qu'est-ce que vous allez faire? Puis c'est ça, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui un jour n'est pas là que vous devez automatiquement arrêter. Il y a des choses que vous pouvez continuer, mais il y a aussi des choses, vous pouvez prendre une petite touche, aller de côté un petit peu pour faire un petit scénario que vous avez sauté, mais qui n'était pas tellement important, mais que là, soudainement, c'est comme, ben là, on a du temps, puis on pourrait aller le faire, puis en réalité, ça devient soudainement quelque chose de très important dans votre campagne que vous n'aviez pas prévu à l'avance. Le fil conducteur de tout ça, c'est que vous êtes la locomotive. T'sais, si vous lancez un groupe de jeux de rôle, premièrement, c'est sûr que ça va vous prendre des joueurs qui sont motivés. Si vous tordez le bras de monde pour qu'ils jouent avec vous, ça risque de ne pas fonctionner longtemps. On prend pour acquis que les joueurs sont motivés. Mais la vie, c'est compliqué, on est occupé, on a plein de choses. Le maître de jeu, c'est celui qui s'assure que le train continue de rouler. De dire c'est celui qui doit relancer les autres pour dire si vous avez un horaire fixe pour les parties, de quand même demander à tout le monde de confirmer sa présence. Si ce n'est pas un horaire fixe, ben de lancer un doodle puis de s'assurer qu'on prend le prochain rendez-vous. Puis c'est la personne qui doit y penser entre les parties. C'est correct, les joueurs, eux autres, ben, ils sont là puis ils s'amusent pendant une couple d'heures. Puis des fois, ben, ils vont penser à leur personnage, ils vont réfléchir où ils vont mettre leurs points, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'ils vont monter de niveau. Mais de façon générale, les joueurs vont le faire le soir même. Puis c'est exceptionnel qu'ils vont travailler à l'extérieur. Fait que ça veut dire que quand la partie commence, les gens ne sont pas nécessairement dedans, mais vous devez être dedans minimalement. Vous devez avoir de dire, vous savez un peu dans quelle direction on va s'aligner. Ça
Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas improviser, mais c'est ça, vous êtes la locomotive. Parce que surtout quand on est plus vieux, ben là, les gens ils ont des familles. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des choses qui vont arriver. C'est comme, ils vont être là comme 80-90% du temps, mais de temps en temps, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver. Fait qu'il faut être prêt à dealer avec ça. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est ça, il y a beaucoup de joueurs qui commencent jeunes. Après ça, un peu comme toi, quand ils arrivent puis ils commencent à fonder une famille, ils arrêtent, ils se marient, en tout cas, ils vivent avec quelqu'un, ils vont avoir une famille puis tout ça. Puis finalement, à un moment donné, c'est comme, ouais, ça me tenterait de recommencer. Puis là, ils repartent à partir de 30, 35, 40 ans. Puis là, ils arrêteront pas. Ouais, j'ai vu souvent ça. OK. Donc, on va voir maintenant, qu'est-ce que vous devriez atteindre et surtout, qu'est-ce qui n'est pas un objectif que vous devriez viser. Parce que des fois, il y a des choses que on voudrait faire en jeu de rôle, comme maître de jeu, mais ça va à l'encontre de la bonne marche, surtout si vous voulez que vos joueurs aient du plaisir. Fait que c'est ça qu'on peut voir un peu, puis on va en reparler de façon intensive ici. Parce qu'évidemment, vous comprenez qu'on ne couvre pas un aspect, un système en particulier, ou c'est pas ça l'idée. C'est de dire l'attitude du maître de jeu, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter et tout ça. C'est ça le but ici de la présentation. Puis, tu sais, juste avant que tu regardes les points, point par point, encore une fois, l'idée générale, je faisais l'analogie avec une locomotive il y a 2 minutes, bien, la locomotive est en avant et pas au centre. Le maître de jeu n'est pas au centre de la partie. Il faut que ça soit... Tu sais, il y a quelque chose de commun qui est au centre. On est en train de raconter une histoire ensemble. On est en train de faire vivre des personnages ensemble. Bien, ce n'est pas le maître de jeu qui arrive avec un script. Si vous voulez écrire un scénario de film, allez écrire un scénario de film. Puis cette distinction-là, je pense qu'elle est bien importante. Puis, avec les points que Stéphane va vous montrer, de garder en tête qu'est-ce que vos joueurs veulent, c'est qui vos joueurs, puis qu'est-ce qui les intéresse, puis de fournir des choses qui vont leur parler à eux autres. Et pas juste les trucs que vous aimeriez avoir, l'histoire complexe qu'il y a dans votre tête, bien, peut-être qu'elle ne pourra pas avoir lieu dans une partie de jeu de rôle. Puis en fait, à l'opposé, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas particulièrement porté là-dessus, bien, il y a aussi d'autres types de jeux qui existent, qui ne demandent pas de maître de jeu. Ça prend quelqu'un pour organiser, mais des parties sans maître de jeu, ça existe. Ou est-ce que c'est plus une coopération? Mais encore une fois, il faut comprendre que vous créez l'idée générale. Oui, vous êtes ultimement responsable de ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous prenez vos sources de partout. Et une source extrêmement importante, c'est vos joueurs. Ou joueuses, évidemment. Là, on s'entend, là, on ne fait pas de discrimination ici. Donc, c'est important de prendre ce qu'ils veulent, même si ce n'est pas un échange formel. Si vous réalisez que vous présentez quelque chose et que cette personne-là aime ça, veut aller plus loin, ou même souvent des choses tout à fait inédites qui viennent des joueurs ont changé le cours de campagne complète. Ces personnages-là décident d'aller... bon, là, je sais qu'on rentre un petit peu des choses qu'on va parler plus tard, mais ils vont dire « Hey, je m'intéresse à cette personne-là, mon personnage s'intéresse à cette personne-là, je vais aller voir. » C'est comme, pour nous, c'est du bonbon. Il faut que tu saisisses ça, puis que tu ailles avec eux autres, parce que c'est ça qu'ils ont envie, puis toi, tu as du fun à jouer ces aspects-là. Et ça va créer des situations souvent que vous ne pouviez même pas vous attendre, mais qui rendent ça beaucoup plus même personnel, parce que souvent, les campagnes, c'est impersonnel, c'est juste, OK, il faut que tu détruises l'ennemi, puis tout ça, mais les personnages n'ont pas de but individuel pour ça. Si vous êtes capable d'en trouver avec vos joueurs des buts individuels, ça va personnaliser le conflit, puis ça va être tellement plus facile d'embarquer vos joueurs à l'intérieur de cette intrigue-là, s'il y a un aspect pour eux autres qui les concerne directement. Bon. Oui, j'allais juste rajouter, puis c'est pour ça que des fois, c'est beaucoup là-dedans on lance des choses contre le mur, puis on attend de voir qu'est-ce qui colle. Puis on ne peut pas le savoir d'avance, dans le sens qu'on va présenter des situations, des personnages, puis des fois, les joueurs vont accrocher sur le fils de l'aubergiste. On ne sait pas pourquoi, mais là, comme ils le trouvent intéressant, ils le trouvent important, puis ils feraient tout pour le sauver. Ils laisseraient le prince mourir, c'est pas grave, le prince, on s'en fout, on l'a trouvé plate. Mais comme il faut, tu sais, comme on faut développer à partir de qu'est-ce que les joueurs semblent trouver intéressant. Mm-hmm. OK. Fait que si je regarde les objectifs, donc, encore une fois, c'est à haut niveau.
Donc, évidemment, c'est de fournir une expérience où tout le monde a du plaisir, tous les joueurs et lui aussi. Parce qu'encore une fois, si ça devient un fardeau de préparer vos parties parce que vous n'aimez pas ça, oubliez ça. C'est sûr que vous pourriez faire un petit scénario de 2-3 parties, puis c'est correct. Mais si vous vous lancez dans une campagne, puis vous n'aimez pas ce que vous faites, puis vous ne voyez pas plein d'idées à l'avance, de quelle manière ça pourrait aller, abandonner ça, là, puis changer, aller ailleurs. Ça m'est arrivé même le jour même que je commençais on voulait commencer une nouvelle campagne. C'était supposé être une partie de Anges et Démons. Je me suis assis puis j'ai dit, ça me tente pas. Là, c'est comme j'y ai pensé 5 minutes, puis j'ai complètement changé. On est parti encore d'un Anges et Démons, mais là, où il va se battre contre Cthulhu puis ça gagne. Et là, c'est venu sur une affaire, puis là, la campagne est comme carrément changé le jour même de la première session. Puis là, par contre, je voyais plein d'affaires intéressantes que je pouvais faire avec ça. Fait que c'est comme, je suis parfait avec ça, fait qu'on part là-dessus. Fait qu'hésitez pas à changer vos idées. OK, donc, construire un monde, une campagne et des scénarios qui, évidemment, vont intéresser les gens, ça c'est sûr. Susciter l'engagement de ces joueurs et joueuses. Donc, encore une fois, s'assurer de leur offrir des choses, comme il disait, pitcher les idées sur le mur et regarder ce que les autres sont intéressés à ramasser. Et vous autres, vous prenez ça, puis OK, on va aller sur ces aspects-là plus. Comme je dis, j'ai plein de fois où mes joueurs ont décidé je vais aller parler à cette personne-là parce que il y a quelque chose qui m'a intéressé en elle, puis là, ça a devenu, comme je dis, ça a changé. C'est devenu une partie intrinsèque de l'histoire que ces deux-là soient ensemble, mais il n'y avait rien de prévu. Et surtout, on ne doit pas jamais forcer les gens à faire ce genre d'entrer dans ces aspects-là. C'est vraiment, tu sais, l'affaire de développer des relations, par exemple, avec les NPC, tout ça. Il faut que ça vienne d'eux autres. Tu ne peux pas leur forcer à faire ça parce que, si les autres ne sont pas intéressés, puis toi, tu leur dis, hey, l'autre personnage il est en amour avec toi, puis il ne te lâche pas. C'est presque du harcèlement, là, que tu voulais, là. Fait que faut que vraiment que ça vienne. Tu sais, tu peux dire, OK, lui, il te regarde comme il faut, mais il te regarde avec insistance, mais c'est à toi à réagir. Est-ce que tu en fais quelque chose ou tu n'en fais pas? Tu dis, je l'ignore, j'ai d'autres choses à faire. Parfait, on oublie ça, on continue tout droit. Si non, je vais aller le voir, puis on va voir qu'est-ce qu'il peut devenir avec ça. C'est comme parfait. OK. Comme je dis, on rentre, en parlant comme ça, on rentre beaucoup dans des aspects qui sont couverts plus tard. Ça va aller vite dans ces aspects-là. OK. Les objectifs, c'est ça. Donc, mettre les actions des personnages en avant. C'est vos personnages qui sont les héros de l'histoire. C'est-à-dire, à un moment donné, je faisais toujours le comparatif avec les Adventures League, où les scénarios sont tellement structurés que vos personnages ne peuvent pas avoir d'influence parce que ça changerait l'histoire puis ils ne pourraient pas suivre leur scénario. Moi, je ne vois aucun intérêt à jouer à ça. Pour moi, c'est à peine du jeu de rôle, puis surtout les maîtres de jeu, ça devient tout juste le côté arbitration de la partie. Il n'y a aucune décision. Je déteste ça. Fait que, bon, évidemment, techniquement, c'est encore du jeu de rôle. Tu sais, ce que j'ajouterais par rapport à ça aussi, l'élément qui est important là-dedans, là, puis tu sais, il y a des notions de psychologie, c'est que vous voulez aller dans la même direction que vos joueurs. C'est-à-dire que vous faites des descriptions, puis ce que les joueurs vont comprendre, c'est un peu ça qui devient la réalité de votre monde. Vous pouvez présenter un personnage, vous pensez que ce personnage-là, ça va être quelqu'un, ça va être un allié, puis ça va être quelqu'un qui va aider les joueurs. Mais si vous vous rendez compte que la réaction des joueurs, c'est il est donc bien creepy, ce gars-là, comme il fait pas confiance, allez-y, faites un ennemi. Vous pouvez. C'est un traître. C'est ça, puis vous pouvez essayer de lutter, puis essayer de les convaincre de non, il n'est pas creepy, c'est quelqu'un de bien, puis essayer d'amplifier ça. Mais là, vous êtes en train de travailler un peu contre les joueurs. Puis des fois, on peut le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, mais si la rivière coule dans une direction, on va nager dans cette direction-là. Ça va juste être plus facile. Puis là, les joueurs comme ça ont l'impression, puis encore là, une notion de psychologie, les joueurs ont l'impression d'être intelligents, dans le sens qu'ils sont. Parce que s'ils jouent avec vous, c'est qu'ils sont intelligents, mais c'est qu'ils ont l'impression comme ça de dire ah oui, on a bien compris, on a tout de suite vu clair dans son jeu. Fait que ça fait une expérience qui est enrichissante, qui est riche. Une affaire que j'aime dans ce genre d'affaires-là, c'est justement, tu représentes quelqu'un, puis pour une raison quelconque, il ne l'aime pas,
Puis là, justement, OK, correct. Donc, comment on peut jouer avec ça? Parfait. Puis là, tu lui montres des affaires. Hey, non, il a l'air d'être trustant. Tu sais, vous pouvez le truster, puis eux autres, ils refusent. Évidemment, puis après ça, finalement, tu le fais comme. C'est un traître. Et, tu sais, pour une raison quelconque, tu sais, il fait quelque chose qui va contre le groupe. Puis là, c'est. Ah, je le savais que c'était un. Tu l'avais pas prévu de même, mais ça devient intéressant de le faire comme ça. Puis en même temps, comme tu dis, tu valides les pensées que les joueurs. Parce que moi, une des idées, c'est de dire que de ne pas avoir de solution déjà toute faite à vos affaires. Ça, c'est la pire chose que vous pouvez avoir. C'est vous avez des idées de scénario, puis vous savez déjà comment vous voulez que ça finisse. Ça, c'est une des pires choses que vous pouvez faire parce que on va introduire beaucoup de la notion de railroading. Vous allez forcer les joueurs dans une direction pour aller vers un outcome, une fin que vous voulez aller. Et alors que c'est vous qui devez adapter votre fin à ce que les joueurs font. Fait que, à ce moment-là, donc, quand tu leur dis « Hey, finalement, vous aviez raison, c'était un traître », ben là, ils sont tous contents, je le savais, puis là, on va pouvoir y casser la gueule, puis ah ouais. Mais... Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense qu'on peut passer assez vite oui, les objectifs de ne pas faire. Vous avez sans doute eu le temps de les lire de toute façon. Parce que justement, tu sais, à ne pas faire, ben, c'est tout le contraire. Si pour vous, les joueurs, c'est des figurants de l'histoire que vous voulez raconter, ça ne fonctionne pas. Puis, cette idée-là aussi, je pense une certaine vision du jeu de rôle qui est moins présente maintenant que le maître de jeu est l'adversaire des joueurs. Comme, je veux dire, si vous passez vous avez la chance, si vous jouez à des jeux de rôle, là, vous avez la chance de passer des soirées de temps avec vos amis. Comme adulte, il y a beaucoup de gens qui ne font jamais ça ou très rarement. Vous passez une soirée de temps avec vos amis, c'est pas pour faire chier vos amis. OK? C'est-à-dire que oui, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des difficultés, mais en même temps, il faut que les joueurs soient contents des obstacles et des difficultés, parce que si les joueurs arrivent, puis vos personnages peuvent aller se reposer, puis ils passent la journée à la plage, mais il n'y a pas d'aventure, puis c'est pas pour ça qu'on joue à des jeux de rôle. OK? Fait que, en tout cas, je résume tout ça assez rapidement, mais parce qu'effectivement, on travaille ensemble, tout le monde. C'est ça. Puis justement, vous devriez être content que vos joueurs, si vos joueurs trouvent une solution géniale que vous n'avez pas pensé, puis là, vous êtes prêts, si vous êtes assez bon en improvisation, vous pouvez y aller vers là sans même arrêter, mais vous devriez être content de ça. Puis c'est le fun de voir, parce qu'en même temps, ça montre que vos joueurs sont extrêmement impliqués dans l'aventure. Puis c'est ça le but, c'est le plus grand fun d'un maître de jeu, c'est voir les joueurs commencer à travailler, à parler entre eux autres, puis à tout travailler ensemble, puis le voir qu'ils sont juste dans leur personnage, puis ils ont du fun. C'est ça qui est mon trip à moi, là, qui fait en sorte que tu as envie de continuer à offrir des choses comme ça. C'est ça. Bon, et tu parlais d'être l'adversaire. Non, si vous n'êtes pas le... OK. Vous pouvez, si vous le spécifiez à l'avance dans des parties, des one-shots ou des 2 ou 3, vous dites, OK, ce fois-là, si vos personnages, je vais essayer de vous tuer, puis là, c'est vraiment une game de survie. Ça, c'est correct, tant que vous êtes clair au début que c'est comme ça. Mais dans une campagne normale, vous ne devriez pas être l'adversaire. Puis même là, je dis ça, mais en même temps, c'est de dire, oui, tu peux essayer de les tuer, mais il faut que tu sois fair dans tes affaires. Là. C'est comme, tu marches là-dedans, soudainement, il y avait une sphère de désintégration qui apparaît autour de toi, puis tu es mort. Ben là, écoute, tu es le maître de jeu. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu vas le faire sans joueur, parce qu'il n'y a plus personne qui va vouloir jouer avec toi. Il y a un aspect par rapport à ça, justement. Puis c'est comme le contrat social à laquelle, que vous signez avec vos joueurs. Là. L'exemple du combat est intéressant. La plupart des jeux de rôle incluent du combat. Pas tous les jeux de rôle, mais c'est quand même quelque chose qui est très, très commun. Puis si vous jouez à Donjons & Dragons, Pathfinder, bien évidemment, les combats vont occuper une grosse partie de la soirée. Est-ce que vous voyez votre rôle, et les deux réponses sont bonnes, est-ce que vous voyez votre rôle lors des combats comme étant celui qui va rendre le combat difficile, parce que les joueurs vont trouver que si le combat est difficile, ben ils vont avoir du mérite à gagner, puis ça va être le fun? Ou est-ce que votre rôle est de vous assurer que le combat soit spectaculaire puis qu'il soit tendu? C'est pas tout à fait la même chose. Dans le sens que comme maître de jeu, puis je révèle mes trucs là aussi, mais ça m'est totalement arrivé des fois dans un combat de dire, comme premier round, les joueurs font des coups chanceux, je regarde mes notes manuscrites à côté de moi, puis je rajoute un 1 devant le nombre de points de vie du monstre. Parce que, comme, c'était supposé être un gros adversaire, puis là, on s'enligne pour le tuer en 5 minutes. C'est pas le fun. À l'inverse, puis là, c'est comme,
Est-ce que je suis en train de tricher? Ben un peu, mais Pour rendre ça intéressant. c'est pour rendre ça intéressant. Ouais, À, ça m'est arrivé. à l'inverse, je veux que les ennemis utilisent leurs choses de manière tactique intéressante. Mais tu sais, si au premier round, coup critique, puis il y a un joueur qui est déjà out, ben, tu sais, regarde, c'est pas nécessairement plus intéressant si tout le monde meurt en 2 rounds. Non. C'est comme, des fois, ça peut l'être. Des fois, tout le monde meurt ou tout le monde se fait capturer, puis là, ça envoie le scénario dans une autre direction que personne n'avait prévu. Des fois, ça peut être le fun, mais des fois, non, comme on va juste complètement détruire la tension dramatique, puis comme on veut pas ça. Il faut le balancer. Moi, parce que, écoute, quand on fait nos designs de monstres, puis d'adversaires, puis tout ça, non, c'est ça, ce que je m'en allais dire, c'est que, tu sais, on fait des designs de nos adversaires, puis des fois, justement, moi, j'aime pas les petits combats qui font juste tout pour perdre du temps, finalement, parce que tu étais supposé d'avoir un combat. J'aime pas ça. Tu sais, les seuls combats qui m'intéressent, c'est les combats contre les vrais adversaires, tu sais, les leaders, puis tout ça, parce que sans ça, ça prendrait trop de temps. Puis bon, j'aime mieux l'interaction sociale que le combat. Mais en même temps, tu sais, des fois avec ça, c'est que, surtout quand on a des personnages, mettons, assez puissants, c'est que oui, ça peut être un combat dur, mais il arrive des circonstances où, justement, je me souviens le combat que tu avais fait contre le Jabberwocky, là, on savait qu'il s'en venait, on s'était tout préparé, il est arrivé, en un round, on l'a tout tué. On était comme personnage de niveau 16, là, mais on avait eu le temps de se préparer, de se booster, puis tout ça. Fait qu'il est arrivé, puis il est rentré dedans, puis je pense que ça a pris 1 ou 2 rounds, puis il était mort. Tu sais, tu t'attends à ce que ça soit un gros combat, puis c'est comme, il est déjà mort. Fait que oui, tu sais, des fois, c'est difficile de juger comment les habilités d'un groupe vont aller contre les habilités d'un monstre, parce que des fois, les interactions ne sont pas nécessairement évidentes à savoir. Et il y a juste le fait que tu peux rouler un succès critique double dommage. Tu t'en fais 96 en partant, puis double dommage, ça fait 192. Il y en a 200. Puis là, après ça, il arrive avec son petit crossbow plus 1, puis il tue. Mais, fait tu sais, donc, oui, des fois, il y a des choses qu'on doit... ou des fois, tu fais des... Par contre, tu te rends compte que tu as fait un monstre qui est trop fort. Tu vois, les gens ont de la misère à passer au travers, ben... Oui, ils coupent un petit peu de HP, c'est pas grave. Je veux dire, en autant, encore une fois, que les gens aient du fun, puis qu'ils ont eu du challenge, puis ils sont arrivés à la fin, puis ils l'ont eu, puis tu sais, hey, on l'a eu cette fois-là, là. Ils savent pas que toi, tu as coupé les choses, que tu as changé les choses un petit peu, c'est pas grave. L'élément qui est important, puis c'est un peu aussi les mêmes règles qu'en improvisation, c'est qu'il n'y a rien qui est réel tant que ça n'a pas été nommé, que ça n'a pas été dit pendant la partie. Ouais. Vous pouvez préparer, dire, OK, le roi, il y a 4 fils, puis là, vous avez préparé ça dans vos notes, puis pendant la partie, vous vous trompez, vous dites qu'il y a 3 fils, bien, il y a 3 fils, le roi. Je veux dire, c'était peut-être écrit dans vos notes, c'est pas la réalité. La réalité de la partie, c'est ce qui se passe pendant la partie. Ah, et puis moi, je fais tout le temps ça, là. Des fois, j'avais créé un personnage, OK, lui, il va être comme ça, comme ça, comme ça. Puis après ça, on joue. Puis là, à un moment donné, 5 ans plus tard, quand ça finit, je fais juste regarder, c'est quoi les notes que j'avais pour ce personnage-là? Ça n'a absolument aucun rapport où ce que ce personnage-là s'est rendu, parce qu'il a changé tellement, parce que j'ai trouvé des affaires plus cool pour lui à faire. Alors que c'était juste un petit prêtre, ben, je parle pas de Koto, je parle d'un autre personnage, de votre ami dans Camille, là. Il était supposé être juste un représentant de l'empereur, si je me rappelle bien, et finalement, à la fin, il était la raison pour laquelle les créatures de l'autre univers, il venait de l'autre univers, puis il s'était intégré là-dedans, puis il ouvrait la porte pour venir faire les autres, juste par évolution de la campagne. Puis c'est correct parce que justement, vous adaptez constamment votre monde à ce qui se passe et c'est ça qui rend votre monde organique, qui rend le monde facile à gérer et surtout, peut-être pas facile à gérer, mais intéressant aux joueurs. Puis bon, il y a plein de trucs pour là-dessus qu'on va parler éventuellement, comment vous pouvez faire ça, mais là, ça va être le cours un peu plus avancé. Là, il va falloir... ouais. Mais tu vois, il y a des affaires comme ça. Qualité. OK, ça peut aller vite. Évidemment, en partant, il faut que vous ayez de l'imagination. Il faut toujours faire les mêmes choses. Il faut que vous soyez quand même avoir un minimum de connaissances, d'expérience pour raconter. Donc, mais là, encore une fois, c'est toutes des choses qui s'apprennent. La seule manière de devenir un bon raconteur, c'est de raconter. Donc, la première fois que vous allez le faire, vous allez être pourri.
vous allez un petit peu meilleur, puis rapidement, vous allez arriver à un niveau qui est suffisant pour jouer une bonne partie, puis là, après ça, vous allez devenir de plus en plus meilleur. Comme moi en disant plus en plus meilleur, par exemple. Ouais, ça. Mais, tu sais, puis les trucs qui sont là, parce que ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui se préparent. Improviser, c'est difficile, mais ça se prépare. Tu sais, vous avez pris... Ça a l'air bizarre à dire, mais c'est vrai. Tu sais, comme par exemple, vous notez... Tu sais, comme on a fait une courte campagne il y a quelques années où les noms des personnages que les joueurs rencontraient, c'était toujours des noms très saugrenus. Tu sais, il est dans un lieu où c'était comme ça, mais j'avais ma liste de noms de personnages prêts d'avance, que quand ils rencontraient quelqu'un de nouveau, je pouvais prendre le prochain nom sur la liste, puis le sortir, comme ça, j'avais l'air préparé. Mais, tu sais, parce que, oui, improviser le nom de quelqu'un à brûle pour point, comme, regarde, donne-moi le nom de quelqu'un tout de suite, comme ça. Simon du Rivage. Bon, tu sais, comme, OK, on arrive ça, là, tu sais, puis si vous êtes dans un univers médiéval fantastique, oui, vous rencontrez le tenancier, il s'appelle Simon du Rivage. Là, il y a comme quelque chose qui vient de s'écraser. Oui, puis en plus, improviser les noms, c'est probablement une des choses les plus dures à improviser sur le coup. C'est vraiment bizarre. Mais oui, il y a des manières de se préparer pour de faire de la bonne improvisation. Ça a l'air paradoxal quand on dit ça comme ça, mais c'est vrai. Mais comme je dis, ce ne sera pas nécessairement pour le cours débutant. OK. Pour avoir cette capacité de s'adapter aux actions et réactions des personnages, improvisation. OK, je vous dis tout de suite, ça va être dans le deuxième cours, c'est la meilleure arme que vous avez comme maître de jeu, pas le meilleur arme, le meilleur outil, c'est votre capacité de penser sur vos pieds, d'improviser. Il est possible d'être un bon maître de jeu sans être capable de faire beaucoup d'improvisation, mais ça va vous simplifier tellement la tâche, ça va diminuer tellement votre travail parce que vous n'êtes pas obligé de tout préparer à l'avance. Et ça va faire des parties souvent justement qui sont plus dynamiques, plus organiques avec ce qui se passe, que c'est vraiment un aspect qu'on encourage beaucoup. Et encore une fois, c'est un aspect que vous pouvez travailler en improvisant. Tu sais, vous partez sur une idée, puis là, il y a quelqu'un qui vous soumet une idée, puis là, vous essayez de penser à tout ce qui pourrait se passer. Le cerveau se travaille. Et je vais te dire, en vieillissant, c'est un excellent moyen de garder son cerveau actif. Pendant toute la partie, moi, tu regardes aller, mais en réalité, je regarde toujours, qu'est-ce qu'ils font? Y a-t-il quelque chose dans ce qu'ils disent que je peux prendre, puis modifier les choses, puis aller offrir des affaires? Ou, comme je dis, si on trouvait une meilleure solution que ma solution que j'avais pensée, une solution possible que j'avais pensée, ils en ont pensé à une meilleure. OK, qu'est-ce qui pourrait arriver s'il allait comme ça? Oui, c'est le fun. Parfait, on change. C'est comme... Et après ça, je vais revenir plus tard, OK, c'est quoi les effets à long terme de ce changement-là? Mais sur le coup, laissez-vous aller, ayez confiance en vous que vous allez être capable de tout patcher par la suite. Puis s'il y a quelque chose qui vous semble cool, allez-y. N'hésitez pas trop. Je vais juste, comme ce que tu as mis là, je vais juste le prendre de manière un peu transversale. Oui. Être maître de jeu, puis pratiquer le jeu de rôle, c'est une combinaison qui est vraiment unique du rationnel puis de l'émotionnel. Puis ça, je pense que c'est important d'en avoir conscience. Vous avez besoin des deux. À peu près tous les jeux de rôle ont des règles. Des fois, les règles peuvent être simples. Des fois, les règles peuvent être compliquées. Vous avez besoin de votre rationnel pour ça. Vous avez besoin de votre rationnel, comme le dit Stéphane, que quand les joueurs disent « on va faire telle action », d'essayer de développer, ça serait quoi les implications puis les conséquences de cette action-là. Vous avez besoin de votre rationnel. Mais en même temps, vous êtes en lien avec d'autres êtres humains. Puis raconter une histoire, d'abord et avant tout, c'est faire vivre des émotions. Fait que vous avez besoin de lire vos joueurs. Vous avez besoin d'écouter ce qu'ils disent, mais en même temps, comment ils le disent. Puis quand ils parlent... réaction aussi, quand vous leur présentez quelque chose. C'est ça. Puis le gars, tu sais, dans chaque groupe de jeux de rôle, il y a généralement une personne un peu plus silencieuse assise dans le coin, qui ne prend pas tellement sa place, puis qui est quand même là, qui est content d'être là, mais qui est beaucoup plus discret. Vous avez besoin de lire cette personne-là. Vous avez besoin de vous adresser à lui. Fait que la combinaison des deux, c'est ça qui rend le jeu de rôle vraiment, vraiment le fun. Si on voulait juste du rationnel, ben on n'aurait pas besoin de raconter des histoires. On pourrait sortir un jeu de société, un wargame, un jeu de société avec uniquement des règles. Puis on pourrait juste se concentrer à faire des maths d'une certaine façon. J'aime beaucoup les jeux de société, mais l'expérience est complètement différente.
Puis si on était juste dans l'émotionnel, ben on ne sortirait pas des livres de règles de 450 pages. Oui, c'est ça. Ben, en fait, voyez ça un peu comme quelqu'un qui crée même comme un auteur qui crée un monde fantastique où il y a plein de règles de magie puis tout ça. Mais en fait, tu sais, oui, les gens peuvent faire beaucoup ce qu'ils veulent, mais en même temps, il faut que si tu le présentes d'une certaine manière, il faut que tu établisses des règles, il faut que tu respectes ces règles-là. Donc, tu es rationnel dans le cadre de ce monde fantastique-là. Fait que il faut quand même que tu respectes ces règles. Par contre, tu peux décider, OK, les règles, c'est qu'il n'y a pas de règles. Vous pouvez littéralement faire ce que vous voulez, puis c'est tout à fait correct. Parce que justement, là, tout le monde est au courant. Fait que là, vous pouvez, c'est le free for all, vous allez pouvoir changer, puis ça peut être super le fun à jouer. Mais si vous êtes plus terre à terre, si vous voulez, vous pouvez avoir un monde très fantastique ou même de science-fiction assez fucké. Moi, j'aime beaucoup, dans mes parties de science-fiction, dans mes campagnes de science-fiction, tu as souvent de la magie. Mais ce que je dis souvent, c'est écoutez, si vous compreniez un peu, ayez des idées de la physique, de la vraie physique, vous allez voir que la magie, elle peut prendre son trou. La physique est souvent bien plus fuckée que ça. Et je m'en sers pour leur présenter. Évidemment, il faut que tu connaisses le sujet, mais je m'en sers pour présenter des situations comme, à un moment donné, mes joueurs devaient aller sauver quelqu'un, mais qui était en orbite autour d'un trou noir. Et là, c'est comme... Fait que s'il allait avancer 1000 ans dans le temps à cause de ce phénomène de dilatation du temps, qui est un vrai phénomène, tout à fait connu. Si vous avez vu le film Interstellar, par exemple, c'en est un exemple. Mais là, il était tellement proche que je disais, OK, j'avais calculé, ça va vous projeter au moins 1000 ans dans le futur, d'aller la chercher. Sauf que là, qu'est-ce qui arrive dans le présent? Et là, j'ai dit, OK, parfait, mais là, leur seule manière de revenir, c'est d'aller après ça rentrer dans le trou noir. Et là, il y avait un trou de verre à l'intérieur du trou noir. J'ai fait des recherches sur Wikipédia pour découvrir qu'effectivement, c'était possible d'avoir, OK, théoriquement possible, on s'entend, que d'avoir un trou noir un trou de verre, un wormhole, d'un certain type à l'intérieur d'un trou noir. Fait que j'ai dit, OK, vous pouvez prendre ça pour sortir de la réalité et revenir au moment où vous êtes parti, où vous êtes sorti. Puis c'est comme je dis, évidemment, j'ai pris certaines extraits, j'ai tiré un petit peu les choses, mais je me suis basé sur des vrais phénomènes, mais c'est comme, la magie, là, eat your heart out. Là, c'est comme, la physique peut être bien plus fuckée que ça. Hey, Stéphane, il nous reste 15 minutes pour cette première partie. Ouais. Peut-être prendre une dernière thématique puis se garder quelques minutes pour des questions? Oui, OK. OK. Je pense que, en fait, je pense que c'est très important. OK. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de maître de jeu, le maître de jeu ici? Parfait. Bon. Parce que ça, je pense que c'est une affaire que je voulais faire, c'est à quoi vous voulez vous attendre de votre première partie? Tu sais, parce qu'on a toujours l'idée comment ça peut se passer. Qu'est-ce que vous allez voir, puis qu'est-ce qui va vous sauter au visage? Donc, j'ai mis plusieurs points. Vous voyez, j'ai 3 slides, mais c'est les 3 dernières slides de la présentation, d'ailleurs. Donc, commencez, OK. La première des choses, prenez un scénario simple qui pourrait prendre 1 ou 2 sessions maximum, juste pour vous. Faites pas trop quelque chose de très compliqué en partant, juste pour vous embarquer dans ce mood-là, comment ça marche une partie. Scénario, OK, je vous dis tout de suite, votre scénario va prendre plus de temps que ce que vous pensez. Parce que vous n'êtes pas habitué à évaluer, parce que vous allez voir que des choses qui vous semblent évidentes ne seront pas. Parce que, n'oubliez pas, vous avez toujours la vue complète, vos joueurs ne l'ont pas. Fait que, il y a toujours des aspects que vous allez. Ça, c'est évident, ils vont faire la connexion tout de suite, ils ne la feront pas. Donc, préparez-vous à ça et à les aider. Mais c'est certain que votre premier scénario va probablement durer au moins 50% plus long que ce que vous allez penser dès le départ. Ça, c'est certain. N'oubliez pas que vos joueurs n'ont pas, c'est ça que je disais, n'ont pas la vue d'ensemble. Des choses, des indices. Une des parties les plus dures à faire, c'est les parties policières, par exemple, ou de mystère, où ce que les gens découvrent des indices. Oui, mais qu'est-ce qui arrive s'ils ne les trouvent pas? Là, vous dites, OK, dans telle place, il y a tel indice, dans telle place, il y a tel indice, Puis là, après ça, il faut qu'ils jouent pour réussir, pour avoir l'impression qu'ils font quelque chose. Qu'est-ce que vous faites s'ils manquent leur coup? Puis ils ne trouvent pas l'indice qui allait dire où est-ce que le méchant se trouve. Fait que, donc, il faut que vous soyez prêts à changer les choses. Mais c'est ça, commencez pas par ça. Allez-y par une partie simple. Là,
juste un petit groupe qui a une mission à faire, puis des interactions avec le groupe et avec le monde autour. Oui, puis surtout, ce que je trouve important par rapport à ça, c'est qu'avant la première partie, les joueurs n'ont pas encore un personnage, ils ont une feuille de personnage. Oui, ça c'est vrai. OK? Donc, cette première partie-là, elle sert à tout le monde à commencer à raconter l'histoire ensemble. Puis chaque joueur individuellement, c'est apprendre à découvrir son personnage. Ils ont une certaine idée. Peut-être que cette idée-là ne va pas tout à fait passer le cap de la réalité, mais de toute façon, cette idée-là va juste pouvoir s'exprimer en interaction avec vous, mais en interaction aussi avec les autres joueurs. Tu sais, je me rappelle une des premières campagnes qu'on avait fait ensemble, tu sais, j'avais imaginé mon personnage à l'avance, j'avais dit, OK, bien, comme il va être très timide, puis il va être indécis. Oui, parce que c'était Puis, M. Quantum. C'est ça, puis je me suis rendu compte que, ben, OK, on a il y a un groupe... C'est un professeur de physique, là. Ouais. C'est pour ça que je veux dire. Tu sais, je me rends compte, OK, il y a un groupe qui déjà a tendance à étirer toutes les discussions puis à pas prendre de décision. Fait que si moi, en plus, je veux jouer un personnage qui est tout le temps indécis, c'est mal barré, mal parti. Fait que là, comme maître de jeu, vous voulez avoir des moments où, tu sais, l'histoire peut être extrêmement simple, mais où les joueurs vont pouvoir s'exprimer, les personnages vont pouvoir apparaître. Fait que, tu sais, pensez à un film, tu sais, vous avez, un film, il y a 4-5 héros. Bien là, dans le premier tiers du film, chaque héros a une scène où il est capable d'être mis en valeur, où il est capable de faire quelque chose. Fait que vous avez vu... C'est sa spécialité. Tu sais, vous avez, tu sais, idéalement, les personnages ont été faits à l'avance. Ça fait qu'il y a peut-être une session 0 où tout le monde a juste fait son personnage. Fait que là, vous donnez quelque chose qui permet à chaque personnage de se manifester. Ça peut être quelque chose de très, très simple, de dire, OK, il y a un des personnages qui a un gros bras, on va juste avoir un ennemi qui ne sera pas un ennemi difficile, là, mais juste pour dire qu'il peut s'interposer, puis il peut agir, puis il peut l'intimider, puis peut-être donner quelques coups de poing. Tu sais, c'est cette dynamique-là que vous voulez pour votre première partie. Moi, quand je fais des campagnes à long terme qui vont durer 5, 6 ans, 7 ans, on s'entend que les joueurs vont jouer le même personnage pendant toutes ces années-là. Il faut qu'ils aiment leur personnage. Fait, comme il dit, au début, quand ils arrivent, ils créent leur personnage sur une feuille, mais pour eux autres, c'est pas encore un personnage. Et moi, je leur dis tout de suite, j'ai toujours comme un ensemble de sessions qui vont expliquer la campagne. Bon, dans une des campagnes que j'ai faites, c'est-à-dire, OK, la magie sur Terre est disparue depuis 1 milliard d'années. Fait que la première étape, ça va être de faire revenir la magie, puis après ça, ça explose. Fait que, mais par contre, ça leur a pris comme 6-7 sessions à faire ça. Et justement, le fait, c'est de dire que pendant ces 6-7 sessions-là, vous allez définir votre personnage et vous avez le droit de modifier votre personnage sur papier. Évidemment, on utilise un système où les personnages ne sont pas comme fixés à l'avance, là, comme Dungeons & Dragons avec un class fighter class 3, ils se ressemblent de toutes, à quelques exceptions près. Même au niveau des feats, ils vont tous prendre les mêmes. J'interromps ton anecdote parce qu'on va manquer de temps. OK. Pour ça, te dire, c'est qu'après, je leur donne toujours comme 5-6 sessions pour dire, OK, maintenant, changez votre personnage pour l'adapter à ce que vous avez fait, comment vous l'avez joué. Parce que souvent, vous allez avoir des idées. « Hey, ça serait intéressant de faire ça. » Puis là, vous allez partir pour vous rendre compte que vous aimez ça. Fait que là, on va changer votre personnage. Oui, c'est bon. OK. Pratiquement impossible de prévoir toutes les actions possibles. Donc, quand ils feront quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, c'est là que vous allez devoir improviser. Et de ne pas dire non. Tu sais, comme, dites pas non, vous ne trouvez pas l'information, ou non, vous ne pouvez pas aller par là, parce que soudainement, il y a un mur qui se matérialise devant vous pour vous empêcher d'y aller. N'hésitez pas à prendre une pause si vous avez besoin de repenser à tout ça. Soit vous pouvez juste dire ça, ou vous pouvez dire « Hey, il faut que j'aille aux toilettes. » Utiliser le temps d'y aller aux toilettes. Oh là, il y a combien de fois qu'on dit « Hey, il y a quelque chose de vraiment important qui vient de se passer. Laissez-moi juste penser quelques minutes, au moins avoir une idée où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. » Sans nécessairement être trop bienveillant, laissez pas la partie dégénérer suite à, comme je dis, un mauvais jeu de dés. En fait, avoir un mauvais jeu de dés peut donner des occasions de jeu très intéressantes. Personnage, comme première partie à long terme que je jouais, il a perdu son bras. C'était pas une game de fantasy, fait qu'il n'y avait pas de moyen de faire repousser son bras. Il a perdu son bras. Ça faisait comme 5 semaines que je jouais. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, il devient un personnage sans bras. Il s'est fait poser un probionique, puis c'est comme toutes sortes d'affaires qui ont fait que c'est devenu un élément
importante de ce personnage-là. Fait que voyez pas un mauvais jet de dés comme un échec. C'est plutôt une occasion qu'il se passe quelque chose que vous n'aviez pas pensé. Donc, c'est ça, tu sais, le classique, surtout dans Dungeons & Dragons, tu manques ton jet, le thief manque son jet, la trappe explose, elle tue tout le monde. Tu sais, c'est comme on s'entend-tu que la campagne est finie, là. Bon, faut va faire, là. L'élément que j'aurais ajouté sur les attentes pour la première partie, c'est que, tu sais, commence. Puis regarde, là-dessus, je mets un peu mon expérience d'auteur à profit. Là, quand on écrit une histoire, la question de où on commence notre histoire, elle est vraiment importante. OK? Des fois, on a fait son premier jet, puis après, on se rend compte que les 3 premières scènes, on pourrait les balancer par la poubelle. C'est juste de l'exposition, il n'y a rien vraiment d'intéressant. Bien, on va commencer à la scène 4, on va commencer là où l'action démarre. Fait que, ayez un élément déclencheur à votre campagne. T'sais, juste, les personnages se rencontrent et il ne se passe pas vraiment rien, c'est pas emballant. Mais les personnages se rencontrent alors qu'ils se... Dans une auberge. Mais tu sais, il se passe un événement, il se passe quelque chose. OK? Puis que là, vous donnez tout de suite un hameçon pour que les joueurs peuvent prendre pour dire, OK, on va partir de ça, puis on a une histoire à raconter. Et après, vous introduisez votre background, puis de façon... quand vous en avez besoin, vous n'avez pas besoin de préparer tout ça à l'avance. Stéphane, okay. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on prend quelques questions? Juste 2 minutes, je pense que c'est... OK. Ça, de toute façon, je pense qu'on en a déjà parlé. OK. Ouais. Le seul dernier point que je voudrais faire, c'est le dernier. OK, il y a eu là, ça s'est calmé un petit peu, mais pendant un bout de temps, il y a eu l'effet Critical Role. Parce que là, je ne sais pas si vous savez, mais Critical Role, c'était un podcast vidéo, un vidéocast qui était fait là, par des acteurs, puis des voice actors, puis tout ça, avec de la grosse production. Fait que là, les gens sont comme... ils s'attendent à ça pour une partie. Excuse, on n'est pas des acteurs. On n'a pas 500 000 pièces d'équipement. On n'a pas des assistants pour faire des plans, des maquettes, tout ça. On n'a pas des scripteurs pour écrire les répliques des personnages. Oui, ça, c'est une autre affaire. Ça, je ne sais pas s'ils le font, mais ça me surprend. Oui. C'est ça, on ne peut pas faire de montage non plus. Fait que oui, il va y avoir des moments awkward où il faut que je regarde ça. Fait que sortez-vous ça de la tête. Après, ça veut dire ça fait 25 ans qu'on est maître de jeu. Jamais une partie qui ressemblait à ça. Fait que c'est même pas de dire avec l'expérience, puis ça va venir. Non, ça ne ressemblera pas à ça, parce qu'on n'a pas 500 000 $ de budget, puis on n'a pas des assistants. Fait que je vais juste spécifier ça. Okay. Oui, donc, si vous avez des questions, allez-y. Le fait lorsque les joueurs font des blagues qui sont à des moments inappropriés, c'est lorsque les joueurs sont dans leur personnage et que leurs personnages font des blagues inappropriées, mais si c'est juste le joueur qui avec le recul, fait une blague dessus, est-ce que c'est aussi quelque chose qui a évité? C'est beaucoup la question du contrat social du groupe. Dans le sens qu'il y a certains groupes qui vont jouer vraiment très sérieusement puis qui veulent que tout le monde reste dans la partie. Je l'ai connu, il y a un autre groupe avec qui j'avais joué un peu, puis personnellement, ça ne m'intéressait pas tant parce que ça décrochait continuellement. Aux 20 minutes, on décroche puis on commence à jaser d'autres choses pendant une demi-heure. T'sais, fait qu'au niveau de l'humour, ben, tu sais, une blague inappropriée qui met d'autres joueurs mal à l'aise, ben c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Le niveau de tolérance, que ça soit comme personnage ou que ça soit comme joueur, s'il y a des commentaires qui sont dits qui rendent les choses mal à l'aise dans le groupe, ben c'est peut-être pas approprié. Dire, mon personnage, des fois, il fait des commentaires racistes, fait que je vais dire des commentaires racistes pendant la partie. Peut-être pas. Non, peut-être pas. Fait que je ne sais pas si je réponds à ta question. Là. Oui, c'est plus parce que j'ai joué avec des gens qui disaient là, c'était le moment dramatique, je me préférais être en mode dramatique. Et puis, à côté, il y avait la personne qui faisait des blagues et ça lui cassait. Mais c'est pour ça que ce que lui parlait, le contrat, souvent, on parle d'une session 0, où ce qu'on va discuter, c'est surtout une campagne, là, où on va discuter de ce qu'on attend chacun de la campagne, en termes de type de jeu, entre autres, ça c'est un des aspects. Et c'est sûr, et c'est là qu'il faut en parler. Si justement, il y en a qui veulent vraiment garder, c'est comme, hey, tu ne peux pas briser ton personnage, tu ne peux pas parler hors de ton personnage, tu ne peux pas faire de blagues. OK, je veux dire, mais tu ne peux pas jouer avec quelqu'un, tu ne peux pas t'attendre à jouer avec quelqu'un qui aime ça faire des blagues. Tu sais, c'est comme chaque groupe doit établir c'est quoi
qu'est-ce qu'il est prêt à supporter. Moi, c'est sûr que ce qui est important, c'est de dire, dans les moments dramatiques, laissez faire les blagues, entrez là-dedans. À part ça, vous pouvez faire des blagues, mais pas trop. Oui, et souvent, les meilleures blagues, c'est des blagues les qui miennes. sont à l'intérieur. Mais c'est des blagues qui sont avec tes jeux de mots cheap. Là. mais surtout, les meilleures, c'est les blagues qui ont rapport avec la campagne. Ouais. Je veux dire, s'ils sont capables de faire une blague par rapport à ce qui apparaît, tu sais, qui est connecté, ça, c'est parfait. Ça, il n'y a rien à dire. Tu peux dire de temps en temps, si tu as vraiment une blague, qu'il y a quelque chose qui te fait penser à une autre affaire de temps en temps. Mais quand c'est le temps d'être dans des moments dramatiques, jouons le moment dramatique. Là. Ça n'arrive pas tellement souvent. Tu sais, il est vraiment fort. Mais quand ça arrive, respectez-les. Puis en général, ils vont avoir beaucoup plus de fun à faire ça parce que c'est le fun de jouer. Tu sais, peut-être que tu ris pas, mais c'est super le fun de jouer des situations dramatiques où ce que là, la tension est là. Puis tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui va se passer? C'est super le fun. Sans ça, tu ne jouerais pas. Je me disais, si tu es là pour faire des blagues de tout le temps puis à discuter de n'importe quoi, prends une soirée avec tes amis, va au bar ou n'importe quoi dans ton salon, puis parle avec eux autres, là, si c'est ça qui t'intéresse. Ça ne donne pas la peine de foutre une partie en l'air là, pour ça. Là. Juste ajouter par rapport à ça, tu sais, jouer à des jeux de rôle demande une certaine intelligence émotionnelle, dans le sens d'être attentif aux autres. Puis c'est d'abord et avant tout vrai pour le maître de jeu, mais pour les autres. Fait qu'avoir un joueur qui ne respecte pas le fun des autres, de dire, il y a deux joueurs qui sont dans une discussion, qui sont à fond dans leur personnage parce qu'il se passe quelque chose de dramatique, ben c'est correct. C'est correct si un joueur ne se sent pas impliqué dans ça, d'être un peu plus en retrait puis un peu plus spectateur, mais pas faire le clown pour gâcher le moment. Tu sais, c'est comme à un certain moment donné, comme oui, jouer à des jeux de rôle implique de savoir vivre en société. Ouais. C'est comme la même idée quand tu te parles. OK, moi, je suis un thief, un evil thief. Fait que ça veut dire que quand je vais prendre mon tour de garde, je vais aller voler tout l'argent de mes compagnons. Hey! OK, tu veux être un thief evil correct, mais à moins, encore une fois, que ça fasse partie des choses que tu discutes à la vente que le betrayal est correct. Si tu fais ça, non seulement les personnages vont le savoir puis ils vont t'en créer une volée, excuse, là, mais tu vas toi-même, on va te taper. Hey, si tu veux jouer ton personnage asocial qui veut rien savoir des autres, là, va le faire tout seul dans ton coin. Ouais. On est ici pour jouer ensemble puis avoir du fun ensemble. Si tu fais chier tout le monde, ça donne rien de te garder avec nous autres. Là. Viviane me regarde avec un regard fâché. Oui, ouais, pour me dire que nous sommes en train de dépasser le temps de la première heure. De toute façon, on va continuer. Merci tout le monde. Est-ce que tu voulais prendre une petite pause ou on embarque tout de suite sur la deuxième heure? De toute façon, il faut... il faut conclure, en effet, cette première partie. Alors, j'aimerais une bonne main d'applaudissements pour nos deux panélistes. S'il y a des personnes qui avaient une partie à 11 h, je vous avertis tout de suite, il est déjà 11h01, donc vous êtes en retard à votre partie. Je vois personne qui court en ce moment, alors j'imagine que tout le monde est prêt pour la deuxième partie de ce panel. Alors, merci beaucoup à nos deux panélistes. On va maintenant procéder avec la deuxième partie du panel et on va conclure ici l'enregistrement